Bonjour à vous, fans de pop culture. Et après notre assez longue interruption, nous voilà de retour pour la suite de notre rétrospective des films One Piece. Et on va enfin pouvoir parler d'un vrai long métrage. Et oui, fini les moyens métrages faits à la va-vite, nous sommes maintenant dans la cour des grands et on va voir comment One Piece peut s'en sortir quand il doit un peu muscler son jeu pour le cinéma. Donc, voyons voir ça. C'est en 2002, juste après la sortie du film One Piece l'île aux animaux, que la Toei se rend bien compte que le format du moyen-métrage réservé pour les petits festivals commençait à être contraignant pour une licence comme One Piece, qui continue toujours son inexorable ascension en manga et animé. Après tout, il serait bête de ne pas profiter de l'occasion pour amasser plus de thunes. Enfin, de ne pas profiter de l'occasion pour étendre l'univers créatif de One Piece et le proposer à un plus large public et faire plaisir à leurs fans. Un film est donc commandé pour la Toei et rien ne doit être laissé au hasard, puisque pour la réalisation d'un long métrage plus ambitieux, on jette Junji Shimizu pour le remplacer par le réal actuel de la série animée One Piece, Konosuke Uda, réalisateur en chef de la série animée des épisodes 1 à 278. C'est celui qui donne sa vision globale sur la série animée et gère les différents réalisateurs d'épisodes, les directeurs d'animation ou les storyboarders, ou les animateurs, bref, toute l'équipe. Donc on pourrait dire que l'adaptation des tout débuts de One Piece, on le doit en partie à ce bonhomme-là. D'autant plus qu'il est aussi crédité à la conception du tout premier opening de l'animé, ce qui est quand même une sacrée contribution. Et il a aussi amplement fait ses preuves sur des séries animées comme Sailor Moon ou les enquêtes de Kindaichi. Donc oui, pour la Toei, Konosuke est une valeur sûre pour ce premier essai en long métrage. Il sera accompagné dans ce projet par Yoshiyuki Suga, un des scénaristes de la série animée One Piece, mais aussi un collaborateur de longue date pour Konosuke, depuis l'anime Akuma-kun en 1989. Ce dernier a en plus déjà une bonne expérience des adaptations en long métrage de manga, comme le prouve son CV allant de la scénarisation des films Slam Dunk, Captain Tsubasa et même Saint Seiya. Et du côté du staff d'animation, on garde Noboru Koizumi au chara-design et à la direction de l'animation. Et à mon avis, vu le bon job qu'il a produit pour le troisième film, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le staff verra l'arrivée d'un nouveau compositeur en collaboration avec Kohei Tanaka, Hamaguchi Shiro, le numéro 2 de la bande-son de l'anime One Piece, et arrangeur des compositions des jeux Final Fantasy par Nobuo Uematsu. En plus du staff, la Toei décide aussi de faire appel à quelques stars en vogue du moment pour mieux vendre le film à un tout nouveau public. En commençant par recruter au casting l'actrice Miki Sakai, très populaire à l'époque depuis son rôle dans Love Letter de Shunji Iwai, et qui va interpréter son premier et dernier rôle en tant que seiyuu sur le perso classique de gamin du film One Piece, comme on le connaît déjà. Et avec ça, la production fait aussi appel à un groupe assez populaire avec les jeunes des années 90-2000, Bump of Chicken, que vous reconnaissez aujourd'hui pour quelques interprétations d'opening, d'ending ou de thèmes d'anime ou de jeux vidéo, mais à l'époque ils ne se sont pas beaucoup prêtés à cet exercice et ce sera l'une de leurs premières contributions au thème d'une licence de la Japanimation. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour vendre notre film, on vend des straps à collectionner, des animés comics de merde. Essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Et on a un éditeur en chef qui nous fait un arrêt cardiaque pendant une des conférences du film. Oh no! Anyway. Ouais, enchaînant. Le film sort au final le 1er mars 2003 au Japon. Et bien sûr, avant de commencer notre résumé, nous allons faire un petit point sur la chronologie. Alors bon, pour cette fois, on pourrait placer les événements du film juste après l'arc Alabasta, vu que Robin semble tout juste rejoindre l'équipage et que la prime de Luffy est à 100 millions de berries. Donc au niveau de la chronologie, il y aurait en soi pas trop de problèmes. Et même pour l'animé, on pourrait s'amuser à le placer entre les deux arcs HS de l'île des chèvres et l'île Ruluka. Donc voilà, sur ce, ne perdons pas plus de temps, One Piece Dead End Adventure, c'est parti! Donc, le film commence par toujours ce bruit à la con.
Mais en réalité, nous sommes directement happés sur un bateau de la marine, tentant d'arrêter les chapeaux de paille en pleine tempête. Ce qui nous permet d'avoir le point de vue de la marine sur l'équipage de Luffy, mais aussi de voir que les marines sont totalement dépassées par les grands talents de nos héros. Bien qu'ils aient un petit navire, ils affrontent la tempête sans la moindre difficulté. Le navigateur est un grand marin. Dirty bitch, work the shaft. I like the dirty talk when someone's sucking my... Mais assez de flatterie, et on nous apprend dans le même temps que des pirates commencent à se rassembler sur une même île pour participer à une course organisée par un certain Gaspard. Cet ignoble traître lui-même. Gaspard est la honte de la marine. Et attention, nous voilà sur... Oula! Bienvenue à Disneyland Tokyo. Venez apprécier notre nouvelle attraction Pirates des Caraïbes. Non mais, sérieusement, on est où là? Dans le menu DVD d'un film des années 2000? Pas que je m'en plaigne, hein, ça me rend même nostalgique, mais c'est un poil long par contre. Ah, je me disais bien. Bon, une cutscene PlayStation plus tard, on retrouve Luffy et son équipage dans un bar sur l'île de Hannibal. Et le groupe cherche un moyen pour se faire vite de l'argent, puisque oui, les finances ne sont pas au beau fixe à cause de... mauvaise gestion budgétaire. Ça y est, j'ai bien mangé. Nami observe le barman et elle remarque que ce dernier semble être un passeur pour certains pirates, qui l'emmène dans son arrière-boutique si on lui dit les bons mots et qu'on lui donne la bonne somme. Cela éveille bien sûr la curiosité de Nami et de Zoro qui se disent qu'il y a peut-être une occasion de se faire du fric. Nami tente de se renseigner du mieux qu'elle peut et... Est-ce qu'on pourrait avoir un plan encore plus près du cul, s'il vous plaît? Je suis sûre qu'il y a de quoi s'amuser ici et de joindre l'utile à l'agréable. Expliquant combien ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent, qu'ils n'ont peur de rien et que leur capitaine c'est trop le meilleur. Une force surhumaine et un génie de fou. Je suis spécial. Le barman les rencarde finalement sur un sous-sol où ils peuvent accéder à de meilleures opportunités, mais d'abord va falloir passer le videur. Vous êtes qui, vous? Laisse, je m'en occupe, tu veux? Voilà. Le groupe passe et là, oui, on est devant une putain de soirée et on apprend qu'une course de bateau va bientôt avoir lieu sur cette île, la Dead End Race. Tous les coups sont permis et notre ami aux orteils en gros plan promet une grosse récompense de 300 millions de berries pour le gagnant. On va gagner. Ni une ni deux, Luffy et ses amis partent pour s'inscrire et on leur file un Eternal Pause indiquant la ligne d'arrivée. Pendant ce temps, Luffy se remet à bouffer et pour une raison que j'ignore, le gars vole même la bouffe des tables d'à côté. Oh, ça alors? Luffy, faudra pas s'étonner qu'un jour tu te fasses péter la gueule. Ouais, voilà, comme ça. Pourquoi tu as fait ça? T'es con ou... Tu as volé tout ce que nous avions commandé. On a très bien vu ton petit manège. Donc bien sûr, bagarre générale, et je rappelle que tout est la faute de Luffy, mais c'est pas tout le monde qui se sent concerné apparemment, hein. Qu'est-ce qu'ils sont lourds, ils peuvent pas me lâcher. Vous ne voulez pas aller jouer ailleurs, on aura ta peau. Vous le dites si on vous emmerde, hein. Bref, ça se croit dans Pirates des Caraïbes, l'attraction, hein, pas le film, et on finit sur la présentation du grand favori de la course, Gaspard. Général Gaspard, et vous ici? Et on a aussi son pote sous-fifre là, mais j'ai pas retenu le nom, donc on va l'appeler Balthazar. C'est Gaspard et Balthazar, c'est Gaspard et Balthazar, c'est what? On révèle en même temps que le tout nouveau personnage qui s'est frité avec Luffy n'est autre qu'un chasseur de primes, du nom de Schreier. Mais qu'est-ce que Schreier fait là? Ah bon, c'est lui? Son surnom, c'est l'exécuteur de pirates. Schreier Pascoud. Subtil. Alors comme ça, t'es un chasseur de primes. Oui, c'est son métier, donc c'est pas un surnom du coup. On t'appelle le boulanger car tu fais des baguettes comme personne. Gaspard propose à nos compères de le rejoindre, ces derniers refusent et Gaspard s'en va comme un prince en mettant bien en évidence son manteau de marine barré en rouge. Qui c'est qui est méchant? Mais oui, c'est toi, mais oui. Moi, je dis que t'es qu'un bleu doublé d'un baratineur. Ouais, bah casse-toi alors, pauvre con. En parallèle, on nous présente deux nouveaux protagonistes, l'inévitable gamin de support que tout film One Piece se doit d'avoir, Alors écoutez-moi bien maintenant, moi j'en ai marre de ça. et un vieux qui travaille dans la chaudière du bateau de Gaspard. Ce dernier semble gravement malade, ce qui oblige le gamin à demander des médicaments à Gaspard, et on peut dire qu'il s'est demandé poliment. Mon flingue,
Mais qu'est-ce que tu fabriques? Gaspard refuse, mais il suggère au gamin d'aller plutôt buter un des pirates de la course, pour toucher sa prime et ainsi acheter lui-même les médicaments pour son grand-père. Même une prime de sous-fifre est toujours bonne à avoir. Bon alors déjà, bien joué l'enculé, et de deux, enfin un gamin intéressant qui a pas froid aux yeux pour sauver son grand-père, et qui est pas un putain de lâche comme Akis, là. Ouais, je sais, je m'acharne. Akis s'en va donc dans la nuit, et le lendemain matin, la course peut enfin commencer. Soyez les bienvenus dans la course! Et alors là, oui, on voit que tous les coups sont permis. Ça se tire dessus, ça voltige, ça trace comme pas permis. On est devant un début de course franchement cool. C'est grave engageant pour la suite. Et oui, bon, vu que la course ne peut pas se faire sur une route unique, on va avoir moins d'action qu'on pouvait le penser. Un poil dommage vu le départ, vous en conviendrez. Et maintenant, l'équipe du film est fière de vous présenter en exclusivité les toilettes du Vogue Mairie. Mais surprise! Zoro découvre le gamin que nous avions vu tout à l'heure, qui s'est infiltré clandestinement dans le bateau. Il le met hors d'état de nuire et l'équipage lui impose un petit interrogatoire. Pourquoi as-tu une arme et pourquoi as-tu embarqué clandestinement sur notre bateau? Je vais vous tuer, comme ça je toucherai une récompense. Eh ben, je crois qu'on sait tout ce qu'on avait besoin de savoir. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Non. Ouais, alors Robin, belle tentative, mais heureusement que le gamin a visé Luffy, hein. Oh mon dieu, ils ont tué Usopp, espèce d'enfoiré! Bon, le gamin abandonne très vite l'idée, voyant qu'il n'y a plus d'espoir et demande à ce qu'on l'exécute. Oui, tuez-moi, finissons-en, j'en ai assez. Et Nami semble plutôt partante sur l'idée. Je suis d'accord. Eh, pour une fois que c'est pas Luffy qui traumatise les gosses. Bon, bien sûr, le gamin boude dans son coin, et petit moment émotion, où Sanji vient raconter le background de Nami pour justifier son comportement un poil hardcore quand même, hein? Nami était encore une enfant quand ses parents se sont fait tuer. L'assassin, un pirate, s'est ensuite servi d'elle. Elle dit qu'elle a vécu 8 années d'enfer. Oui, elle a tenté de te trancher en morceaux, mais faut la comprendre. Faut bien qu'elle passe sa frustration sur plus faible que soi. C'est un geste psychologique défensif. Espèce de petit enculé! Très offensif tout de même, je te l'accorde. Au même moment, on retrouve notre bookmaker du début qui... Ah bon? Tu brûles la liste des candidats? Très bonne remarque, mais très mal jouée, Nathalie. Je suis comédienne. En effet, on nous révèle que la course n'est qu'un énorme scam organisé par Gaspard et que tout le monde a reçu un Eternal Pause trafiqué qui amène à une base hardcore de la marine. Non! Vous voulez dire qu'une course organisée par des pirates est finalement une arnaque? Putain, mais à qui on peut finalement faire confiance dans ce monde de brutes? Je crois qu'on s'est fait pigeonner. Et bien sûr, Luffy, grand intellect. C'est de lui-même que ce plan vient de Gaspard. C'est Gaspard qui est derrière tout ça. Tu ne peux pas accuser quelqu'un sans la moindre preuve. Si, je peux, c'est ce que je viens de faire. Le mioche révèle que ce que dit Luffy est vrai et que son grand-père très malade a besoin d'un médecin. Ni une ni deux, l'équipage se dirige vers Gaspard grâce à... Ben je sais pas trop, même les persos semblent pas très d'accord sur le sujet. Ah oui? Et tu comptes te diriger comment? Grâce au flair de Chopper. D'accord. Mais bien sûr. Au même moment, chez Gaspard, nous avons Schreier, qui avait fait mine de rejoindre l'équipage de ce dernier pour mieux détruire la chaudière de son bateau. Mais c'était sans compter le vieux food service. Je te préviens, je ne te laisserai pas toucher à la chaudière. Je préviens, si tu touches à ma chaudière, je vais te... Oh, et puis merde, même moi, j'y crois pas, tue-moi. Les deux se racontent un peu leurs passifs respectifs et Schreier surtout déballe tout. Il nous dévoile que son objectif est de se venger de Gaspard qui a brûlé son village et tué sa petite sœur au passage. Ça serait un peu con si quelqu'un écoutait aux portes, hein. J'ai entendu ta conversation avec le vieux. Je te prends où tu veux, quand tu veux. Merde. Le petit Schreier est attendu sur le pont pour sa grosse branlée. Bagarre d'abord avec le garde du corps Needles qui se fait dégommer et enfin Schreier peut avoir son combat de rêve avec Gaspard qui... Grosse branlée. Mais nos héros arrivent et nous avons le droit à notre affiche finale entre Gaspard et Luffy. Assez attendu, classique, mais bon. Vas-y Luffy, montre-lui ce que t'as dans le ventre et montre-lui aussi que... Ah! En effet, Gaspard a mangé le fruit du bonbon, un Logia faisant que son corps peut se transformer en gelée pour absorber les coups, ce qui rend le combat un peu difficile pour Luffy qui ne peut pas toucher son adversaire. C'est bien ce fameux chapeau très précieux que Shanks le Roux t'a donné, n'est-ce pas? Fais pas ça! Sale ordure!
En attendant, le gamin retrouve son grand-père, essaie de le convaincre de s'enfuir, mais... On peut pas laisser ma belle chaudière derrière. Non mais j'exagère à peine, le gars est prêt à abandonner son gosse à d'autres inconnus pour rester près de sa chaudière à la con. Prenez soin d'Anaguma, je dois rester encore un peu. J'ai un autre enfant ici qui m'est très cher. C'est une chaudière! Putain, heureusement que le gars a pas fini plombier! Allez monsieur, c'est bon, j'ai vraiment besoin de mes toilettes maintenant. C'est dans mes toilettes maintenant, j'ai mis beaucoup trop de moi dedans. Bon, pour revenir sur un truc plus sensé, Luffy n'arrive pas à tabasser l'homme bonbon. Du moins, jusqu'à ce que Sanji arrive pour fournir à Luffy de la farine, pour enfin pouvoir taper le gros vilain. Je n'ai que des amis dans mon équipage. Non mais écoutez-moi ces enfantillages. Non, j'ai pas d'amis. Et il y a aussi ça. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les conditions parfaites pour nous qui avons mangé un fruit du démon. C'est très simple. Seul le gagnant survivra. Non! C'est quoi cette poudre? De la farine? Non, c'est de la cocaïne. Et toute ressemblance avec un autre combat impliquant un ennemi intouchable sans la présence d'éléments extérieurs serait purement fortuit. Gaspard de se fait au final bazooker la gueule et éjecter comme un sac de papier pris dans le vent. Il est mort là, non? Seul le gagnant survivra. J'ai gagné. Tout est bien qui finit bien, tout le monde est sauvé. Je suis vivant. Schreier se réveille sur une petite barque, conduit par le vieux qui a pu lâcher sa chaudière et sauver Luffy et lui de la tempête. Le vieux nous révèle que son petit-fils n'est en fait pas son petit-fils, mais la sœur disparue de Schreier. Oui, dit comme ça, c'est assez chelou. Elle a survécu à l'attaque du village et elle fut recueillie et élevée par le vieux. Donc notre vengeur se trouve enfin une nouvelle raison de vivre, autre que la vengeance. Contrairement au vieux qui, après la mort de sa chaudière, compte sans doute se pendre dès qu'il arrivera à quai, mais bon ça... Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Mais et la course dans tout ça? Eh bien, l'équipage s'apprête bien à franchir la ligne d'arrivée. Mais ils doivent faire demi-tour au vu de la présence de la marine, laissant derrière les personnages secondaires du film. Et notre histoire se termine avec un petit clin d'œil sur la nouvelle mise à prix de la tête de Luffy après l'arc Alabasta. Ils viennent justement d'augmenter sa mise à prix. Je crois que c'est 100 millions de berries. Mais c'est encore plus que Gaspard. Et c'est ainsi que se clôt le 4e film One Piece. Voilà. Oublie tout ça. Et souris à la vie. Notre voyage est loin d'être terminé. D'autres aventures nous attendent. Bon, nous y sommes. Enfin, le premier vrai long métrage de One Piece, et là on va avoir matière à parler. Puisque, comme vous avez pu le remarquer, le film est un cran au-dessus en termes d'ambition générale que les 3 précédents. Je ne suis pas comme chacun d'entre vous. Je suis meilleur. Et on sent bien que le studio se donne les moyens de réussir. Mais est-ce que le pari est réussi? Eh ben, on va voir tout ça maintenant. Bonjour, je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. PTDR? T'es qui? Comme ça a pu vous sauter à la gueule, le film ne prend pas le même chemin que ses 3 prédécesseurs en termes de DA. Le film se veut plus grand et on le sent dès la scène d'intro qui veut tout de suite impressionner avec un énorme plan séquence, histoire de dire « T'as vu, on a les moyens, hein T'as vu l'animation? C'est pas dans la série que tu verrais ça, hein ?» En vrai, ce plan a dû être un gros challenge technique, mais je regrette qu'il soit utilisé pour une scène aussi... random, et pour une île dont on se fout sur 75% du film. Parce que bon, la promesse qu'on me donnait au film, c'était quand même de me faire baver. Une putain de course de bateau où tous les coups sont permis entre pirates. Faut avouer que c'est une bête d'idée, et personnellement, les films de course, c'est un sous-genre qui me fait souvent triper, s'il est bien fait. Et ça peut même proposer des spectacles extrêmement divertissants et délirants en termes de réal, comme par exemple sur le film Redline en animation, ou encore Speed Racer en live action. Mais là, pour l'aspect course, croyez-moi au final, on se fait bien niquer. En effet, on en reparlera plus en détail quand on discutera du scénario, mais la dimension course de la mort que tente de vendre le film tient sur, tenez-vous bien, pas plus de 6 minutes. Et alors oui, ces minutes de course se présentent comme haletantes et ambitieuses en termes de réalisation, et les mélanges de 2D 3D sont plutôt bien incrustés pour un film datant de 2003. Toute la scène de départ est plutôt bien faite et nous donne ce qu'on a envie de voir, une vraie course de pirates où tout le monde se fait des crasses. Mais cela se limite qu'à ça, quoi. Le reste du film finit par partir sur des rails plus classiques, et on sent bien que cela étouffe la réalisation, dans du vu et revu, sans aucune vraie envie de faire quelque chose de plus ambitieux.
Certes, on pourrait arguer que cela s'avère efficace pour les combats que l'on accepte de nous montrer, parce que bon, il y en a certains qu'on décide carrément de faire hors champ, comme la baston de bateau entre un homme-poisson et Gaspard, qui aurait pu nous offrir une autre scène de bataille navale dantesque. Nous allons nous offrir une petite bataille navale. Menteur, pharisien. À la place, on aura les combats classiques mano à mano sur le bateau, au lieu d'essayer justement d'innover sur l'aspect baston. Parce que oui, c'est un truc dans One Piece qui m'a souvent fait délirer, et surtout au début, les batailles navales sont extrêmement rares. À part des courses-poursuites avec la marine qui se contente juste des chapeaux de paille qui s'enfuient et la marine qui leur tire dessus, on n'a presque jamais de combat se passant entre deux navires. Alors je comprends bien qu'on est dans un manga shonen neketsu et qu'il est plus palpitant pour le jeune lecteur de voir deux individus au pouvoir surnaturel se bastonner. Mais c'est quand même chelou d'être une œuvre sur les pirates et mettre autant de côté l'aspect bataille navale. Et en plus, si l'animation apporte bien quelque chose, c'est de pouvoir rendre les batailles entre bateaux plutôt épiques, non? On aurait pu d'ailleurs réserver ce plan séquence de début qui sert à rien par un vrai plan séquence sur le bateau de Luffy au début de la course, avec chaque membre d'équipage qui donne sa contribution pour que le navire parte le mieux possible. Là, ça aurait pu être une scène marquante et on aurait pu un peu innover. Mais non, cela donne peut-être l'impression que je m'acharne, mais cela traduit surtout encore une fois une frustration de ma part, car clairement beaucoup d'aspects du film sont juste superbes. Je me plaignais pas mal des designs des précédents métrages, mais ici je trouve qu'on a un petit glow-up pour les nouveaux personnages. Alors certes, Schreier c'est un peu un Ace aux cheveux roses, mais son costume et chapeau rend le personnage assez unique et le démarque bien du reste du casting. Pareil pour Anaguma, dont j'adore le design et cache parfaitement le fait que ce soit une fille, et elle aurait pu garder d'ailleurs ce costume jusqu'à la fin, parce que bon, la robe c'est pas foufou non plus, hein. C'est ringard, c'est une esthétique, on dirait un poilu dans les tranchées de fer. Quant à Gaspard, je suis certes un peu plus mitigé, mais on est déjà bien mieux que les trois précédents. Une face bien dure, un regard perçant et une taille qui n'a aucun sens. C'est simple, mais c'est ce qu'il me faut. Pas la peine de me mettre 3 tonnes d'accessoires sur lui, un manteau de la marine barré, c'est cliché, mais ça marche. Alors oui, le vilain restera pas mémorable pour son design, clairement, mais au moins il remplit parfaitement son rôle de menace rien que par son apparence. Je pense d'ailleurs que Noboru Koizumi a voulu partir sur quelque chose de plus simple que le précédent film, et c'est peut-être pas plus mal vu combien les derniers designs partaient grave en couille. Je tenais aussi à dire que je suis très satisfait de la BO de Koei Tanaka et Shiro Hamaguchi. Si Tanaka n'a plus rien à prouver en tant que compositeur, c'est après tout à lui que l'on doit bien des thèmes cultes sur One Piece. Il ne faut pas non plus ignorer le travail de Shiro Hamaguchi, qui prouve par cette BO qu'il a lui aussi marqué de son empreinte l'anime One Piece. Les deux ensemble se complètent assez bien. Tanaka est très grandiloquent et épique sur sa musique, avec des corps et trompettes, comme on le sent avec ses thèmes classiques utilisés sur ce film, comme celui de Luffy's Here, ou ses nouvelles compositions, comme To Beat Gaspard, usant parfaitement des violons lancinantes ponctués de trompettes annonçant la bataille finale. Hamaguchi, pour moi, de son côté, est plus mélodieux et calme dans ses compositions, sa musique la plus marquante étant pour moi Underground Bar, Big Hole, qui nous met complètement dans l'ambiance d'un bar pirate, usant parfaitement de la flûte, accompagné de plusieurs percussions, nous donnant un sentiment joyeux et un peu magique de ce bar souterrain, nous laissant entendre rien qu'avec la musique les moultes aventures qui s'y racontent. Cette OST est donc de plutôt bonne facture et fort agréable à écouter. Elle donne quelques musiques qui seront bien sûr récurrentes pour l'anime, et elle se montre même fort à propos des personnages quand il s'agit de leur thème. Pour en revenir à l'aspect graphique, je regrette tout de même qu'on n'ait pas repris les couleurs éteintes du film 3, mais je trouve surtout dommage de ne pas avoir plus travaillé l'apparence des différents bateaux de la course. Il y avait clairement quelque chose à creuser là-dessus, et le film ne le fait pas. C'est dommage, mais bon, on peut au moins féliciter les environnements, comme le bar souterrain, que je trouve assez réussi, et des paysans, ou la base G8 de la marine, qu'on verra plus tard dans l'anime. Mais comme je l'ai dit, il reste toujours des idées innovantes et intéressantes pour instaurer une certaine ambiance, et celle qui m'a pas mal marqué, c'est lorsque Luffy se retrouve aspergé de farine contre Gaspard. Alors ce détail peut paraître anodin, et pourtant c'est un sacré coup de génie, puisqu'elle efface les couleurs caractéristiques du personnage de l'anime, pour lui donner une teinte en noir et blanc, comme dans les planches du manga original. Ainsi, sur le dernier coup fait sur un plan bien ralenti, c'est presque comme si on voulait nous créer la sensation de lire une case du manga sur le temps d'un plan. Et des idées comme ça, je vous en reprends mais tous les jours. C'est super bien pensé en plus de faire un sympathique clin d'œil à l'œuvre originale. Donc bravo, car clairement c'est pas via l'histoire qu'on va se retrouver à voyager ou être surpris. Ce jour, le jour où Bison a honoré votre village, était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi.
Je ne vous l'apprendrai pas bien sûr, et surtout si vous avez suivi mes précédentes vidéos, les scénarios de ces films sont souvent très prévisibles et ne profitent jamais de l'occasion de ne pas être canon en manga et animé pour essayer de toute nouvelle voie narrative que l'œuvre originale ne pourrait pas tenter. Sur One Piece 4, on nous sert exactement ce qu'on attendrait d'un film One Piece classique, et c'est assez dommage vu combien le film se vendait sur le fait d'être maintenant un long métrage, donc avec bien plus de temps d'écran et de budget pour raconter de toutes nouvelles histoires. Je peux pas non plus dire que je me suis pas diverti devant ce film, et j'irais même dire qu'il est meilleur que les 3 précédents, mais en même temps la concurrence est pas super rude, hein. Combat d'infirme! Mais la structure du récit est d'abord bien pensée pour l'introduction du long métrage. Les idées sont là, une course de bateau, un ancien marine devenu pirate, un chasseur de primes cherchant à se venger du méchant, un passé tragique et un twist sur le gamin du film. Et ben si ça c'est pas des signes qu'on fait grave des efforts, je sais pas ce que c'est. Tous les ingrédients sont là pour nous offrir une chouette aventure, et au début, on y croit vraiment. L'introduction de la course Dead End et ses règles, ainsi que le plus important, l'entrée en scène des nouveaux personnages du film. Là où dans les 3 précédentes productions, les scénaristes n'avaient clairement pas le temps de créer un background plus profond à leurs personnages, et se contentaient quand ils avaient le temps d'un dialogue facile et rapide expliquant les motivations des personnages, ici on utilise plusieurs techniques scénaristiques pour nous donner le temps d'apprécier et de se rendre compte de la place des personnages dans l'histoire qui va nous être contée. Par exemple, je trouve qu'on utilise parfaitement Gaspard dès les premières minutes, avec un rapport de la marine qui nous fait miroiter le fait que Gaspard est un mec qui pèse, qu'il est dangereux, et on en profite même pour teaser sa course de bateau pirate. Cela crée déjà une attente chez le spectateur qui n'aura qu'une hâte, c'est de voir l'affreux Jojo, qui ne se montrera que bien plus tard, vers la 25e minute de film, le temps de nous refamiliariser avec nos protagonistes. Qui es-tu? Je te connais pas. Cette technique narrative utilisant les rumeurs et les dialogues d'autres personnages pour nous faire comprendre que le méchant est dangereux est une arme scénaristique diablement efficace si bien utilisée. C'est le cas par exemple de Blofeld dans la saga James Bond, Voldemort dans Harry Potter ou encore le colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Autre exemple de construction de personnages bien fait, Schreier. On voit qu'il a un objectif caché, mais le film décide de nous le révéler que vers son dernier tiers. D'une façon un peu maladroite certes, on y reviendra, mais cela nous donne le temps de nous attacher aux autres aspects cool de son personnage, comme sa réputation, sa classe et sa force, lorsqu'il se bat avec Luffy dans le bar. Personne n'est parfait, et en plus je suis célèbre. Le personnage nous paraît tout de suite sympathique et nous rend bien plus curieux sur son passif. Et ça, putain, c'est cool. Il y a aussi Anaguma qui nous est présenté de manière très brute sur une scène coupant directement sur elle et le grand-père à la chaudière, qui est très malade. Il nous sera révélé plus tard qu'ils sont sur le vaisseau de notre cher Gaspard, rattachant ainsi son intrigue subtilement au reste de l'histoire. On y comprend ainsi son objectif, sauver son grand-père, et on la laisse partir désespérée avec un flingue à la fin du premier acte, sans savoir où elle est partie. Ce qui est un choix scénaristique intelligent pour nous faire craindre un drame pour la suite. Et comme vous le voyez, tout est là pour me mettre en joie, et je ne peux que féliciter le scénariste pour avoir aussi talentueusement bien mis en place les nouveaux protagonistes et me donner envie de les voir par la suite. Ce qui était pas forcément le cas de ceux d'avant, hein. Donc je le dis et redis, premier acte maîtrisé de A à Z. Même la manière dont les chapeaux de paille sont incrustés dans l'histoire est réfléchie et ne se sent aucunement forcé. Tout se passe de manière très fluide. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Mais bien sûr, vous me voyez venir. Et dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Tous ces compliments cachent forcément mon amertume pour la suite qui repart sur des rails bien trop vus et revus pour pouvoir me satisfaire. Puisqu'après le départ de la course de bateau, le film perd peu à peu de son intérêt et commence à avoir du mal à assumer sa prémisse. Rien que le fait que la course soit finalement truquée enlève déjà toute une ligne narrative sur la course de bateau qui aurait pu être bien plus exploitée. Alors que bon, en soi, il n'est pas rare de voir des tournois comme celui-ci être détournés de leur but initial. C'est même très fréquent dans plusieurs arcs de Shonen Neketsu. Mais quand même, on aurait pu s'attendre à une course à la Devi Backfight, où on aurait enchaîné sur des escarmouches diverses et variées entre participants, avec les particularités de chaque bateau et de leurs membres. Certes, on nous dit dès le départ qu'un truc louche se prépare, mais quand même, la déception reste là. One Piece est une œuvre qui tire son humour et son style des cartoons, et c'est dommage d'avoir loupé une si belle occasion de faire un hommage à l'un des plus connus d'entre eux. Je veux bien sûr parler des Fous du Volant, un dessin animé qui mettait en scène une course loufoque entre différents personnages, tous plus atypiques les uns que les autres, dans lequel on prend surtout le point de vue de Satanas et Diabolo. Deux méchants un peu ridicules qui, en tentant de tricher, se feront à chaque fois rembarrer et ne jamais réussir
réussir à gagner la dite course. Sapristi, saprista, pourquoi ça n'est jamais moi? Bien sûr, j'aurais pas demandé à ce qu'on laisse tomber le scénario sérieux et qu'on aille dans une direction complètement cartoon, mais il aurait été plus intéressant que cette histoire de vengeance soit rythmée par l'intensité de la course. On aurait même pu avoir Schreier qui profite de son rôle d'agent double pour faire semblant d'aider Gaspard pour mieux trafiquer la course discrètement, en essayant de ne pas se faire griller et de gagner aussi sa confiance. Cela aurait créé une bien meilleure tension tout au long du métrage, et la révélation de sa couverture n'aurait été que plus forte. Mais à la place, on a Schreier qui dit tout au vieux de la chaudière, et Gaspard qui écoutait à la porte. C'est tellement naze! Salut, mais comment t'as fait pour me trouver? J'entendais ta voix dans le placard. Juste un moyen facile pour amener au combat final. Et comment on fait pour amener Luffy pile à ce moment-là pour faire la bagarre malgré le fait qu'on lui ait donné un Eternal Pause trafiqué? Eh ben, je sais pas, disons l'autorado de Chopper, alors que ça n'a aucun putain de sens! Merde quoi, une course, une ligne d'arrivée, Luffy et Gaspard qui sont les deux derniers compétiteurs avec Schreier qui s'est fait griller. Merde, c'était beaucoup plus simple comme ça! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant se compliquer la tâche de trafiquer la course à ce point si c'est pour se retrouver devant plein de cul-de-sac au niveau de son histoire? Et de limites brodées pour atteindre un combat final quasi copié-collé de l'arc Alabasta dans son déroulement? Car oui, faire de l'ennemi un Logia insaisissable au coup de Luffy pour que ce dernier trouve un élément à se mettre sur tout le corps pour atteindre l'ennemi, oui en effet ça sent grave le réchauffer. Ce qui fait qu'on n'a pas de grande surprise pendant le combat et son issue, mais heureusement que la mise en scène reste un peu au niveau pour rendre au moins le combat épique. Mais voilà, après pour ne pas non plus jouer constamment les rabat-joie, le film remplit son contrat d'aventure classique de One Piece. C'est pas transcendant, l'exposition est parfaitement maîtrisée, on a une scène de course de bateau plutôt bien foutue, un combat final entre Luffy et le gros méchant avec un dernier coup spectaculaire, le film fait son office et se retrouve tout de même plus vaste à analyser que les 3 dernières productions. Surtout pour les nouveaux personnages que je vous propose d'analyser plus profondément dans une partie complètement à part. Sors tes mains de tes poches, espèce de pute. Tu es en prison ici. Va chez ta salope de mère. Espèce d'enfoiré. Je crois que t'es pas prêt pour ce qui va t'arriver. J'ai voulu faire cette partie car clairement il y a bien trop de choses à dire, puisqu'en effet pour une fois dans un film One Piece, on se concentre thématiquement bien plus sur les personnages secondaires et leur arc. Certes, Luffy et ses amis jouent un rôle, mais on a bien plus l'impression qu'ils sont des soutiens à une histoire qui se passe juste à côté. Ce qui n'est pas un mal en soi, vu qu'on a déjà une série animée basée sur eux, et en plus ça laisse de la place aux personnages originaux qui ont bien plus de temps pour nous montrer ce qu'ils valent. C'est donc pour ça que sur cette partie je voulais me concentrer sur notre trio de personnages originaux qui font un peu tout le sel du film. Je veux bien sûr parler de Hanaguma, dit Adèle, Schreier et bien sûr Gaspard. Je ne compterai pas Biera, alias le vieux de la chaudière, car pour moi c'est limite même pas un personnage, mais une fonction servant différemment notre trio. Une personne à sauver pour Adèle, un ouvrier à exploiter pour Gaspard et un vieux sage pour Schreier. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le ciel nous réserve de drôles de surprises de temps en temps. Je suis ta mère. Je vais donc aborder chacun des personnages, et ce dans l'ordre du plus réussi au plus raté, car clairement les façons dont chacun réussisse ou se foire dans le film sont assez diverses et variées. Ainsi, nous commençons notre analyse par Adèle, qui est pour moi la réussite du film. Alors pourtant, vous savez qu'avec moi, elle était clairement pas partie gagnante, vu son statut de gosse d'un film One Piece. Vous n'êtes qu'un sale gang. Et encore, je reste poli. Doublée en VO par Miki Sakai, c'est avant tout une actrice et une idol avant d'être une seiyuu, donc on est devant un cas classique de star talent. Et bon, faut l'avouer, c'est une bonne chanteuse, sans problème, mais en tant que seiyuu, elle ne transcende pas par son jeu. En VF par contre, nous avons Jackie Berger, une doubleuse qui a sans doute fait les beaux jours de votre enfance dans ses divers rôles assez cultes dans les années 90. Je n'ai pas besoin de vos sermons de pirate. Je sais ce que je dis. C'est vrai, à quoi ça sert de vivre s'il n'y a pas d'espoir? Mais bon, pour en revenir au personnage de Adèle en lui-même, c'est un peu ce que je voulais voir depuis le début des films One Piece. Un enfant qui paraît vraisemblable, qui nous attire de la sympathie pour son sort et qui nous aide à y voir plus clair sur ce que nos héros doivent protéger. Alors qu'avant, il semblait évident que la prod forçait pas mal pour avoir au moins un gosse dans chaque film, pour toucher un jeune public. Les scénaristes devaient sans doute avoir du mal à les intégrer dans l'histoire. On les retrouvait souvent ennuyeux, détestables, voire même obstacles à la thématique de leur film. On les sentait presque comme mis au chausse-pied sans vraiment beaucoup de réflexion derrière. Mais pas ici. Adèle a un vrai rôle dans le récit et sert parfaitement la thématique de la vengeance et du prêt-à-tout pour notre propre justice. Son introduction est assez parlante. Au-delà du cosplay d'Oliver Twist, c'est une enfant qui s'inquiète pour son grand-père et est prête à tout pour sauver son bienfaiteur qui est très mal en point. Adèle n'est pas une gamine qui nous fait sa crise d'ado, ni une enfant casse-cou et encore moins une raciste notoire. C'est juste une petite fille qui doit vivre dans la misère à cause de Gaspard et qui n'a plus que pour seule famille son grand
grand-père adoptif, pour lequel elle sera même prête à tuer contre la promesse de médicaments. Et on va se retrouver, encore une fois, à faire un parallèle avec Nami. Alors oui, je donne l'impression que ça me gonfle, mais le rapport aux enfants et l'empathie est un des points importants du personnage de Nami, et c'est plus simple d'entamer ses relations par son point de vue à elle. Oui, j'en ai conscience. Mais c'est plus fort que moi. Vu qu'en effet, elles ont beaucoup de choses en commun, vu leur passé très similaire. Le fait d'être un enfant qui vit au sein d'un groupe de pirates, dont le capitaine a détruit leur vie, qui les exploite, leur fait des promesses en l'air pour sauver leurs proches, et qui leur donne en plus des envies suicidaires. Mais le miroir ne s'arrête pas là, on crée aussi un échange intéressant avec Nami, qui sort de ses gonds et ne supporte pas d'entendre Adèle aussi désespérée, puisque cela lui rappelle ce qu'elle a été et ne supporte pas de revoir cette image d'elle-même en Adèle. J'aime cette interaction car il aurait été facile de faire de Nami la donneuse de leçons calme et posée, mais à la place on lui donne une réaction disproportionnée qui va avec le personnage. Elle donne une situation un peu comique et aussi met en valeur d'autres membres d'équipage, comme par exemple Sanji. Faire de lui le médiateur est brillant puisqu'il apporte plusieurs choses. Déjà un indice sur le véritable genre de Adèle, vu que Sanji se montre bien plus sympa avec les petites filles qu'avec les petits garçons. Ceci n'est en aucun cas une allusion comme quoi Sanji serait pédo. Il a juste plus de respect pour la gente féminine que masculine, même quand ce sont des enfants. Merci d'arrêter d'avoir des pensées dégueulasses. Cela montre que l'équipage de Luffy est soudé et se comprennent tous, ainsi que de redonner l'espoir à Adèle qui se dit que si Nami a pu s'en sortir grâce à l'aide des chapeaux de paille, ces derniers pourraient l'aider aussi à la sortir de sa torpeur. Pour justement faire un écho sur la dernière vidéo qu'on a sortie, les enfants sont vecteurs d'innocence et dans le cas d'Adèle, le fait de la voir prête à tout pour sauver son grand-père est quelque chose de marquant et assez triste. Lorsque Gaspard lui donne une arme pour aller tuer un pirate pour pouvoir acheter des médicaments pour son grand-père, ce n'est pas montré comme une bonne chose. Adèle ne devrait pas avoir à vivre ça au vu de son âge, et c'est ça le plus cruel. C'est bizarre, c'est comme si on ignorait bien volontiers les messages douteux des films 2 et 3 qui encourageaient limite les gosses à se battre contre des monstres pour mériter leur vie actuelle. La seule chose que je regrette chez Adèle, c'est que le personnage se retrouve bien vite inutile dès le deuxième acte. Elle n'a aucune info utile et ses retrouvailles avec son frère se font un peu hors champ, ce qui est bien dommage. Je tenais à noter aussi que son thème musical, Anaguma, est une OST qui met l'accent sur le côté petit et insignifiant du personnage. Avec ce son doux et peu élevé et l'usage de la clarinette et du hautbois en créant un tempo lent au piano avec un accord simple. D'abord en 3 notes qui servira de leitmotiv comme pour représenter les pas d'un petit animal, puis dès lors que Gaspard propose à Adèle d'aller tuer un pirate, c'est alors que le thème s'excite et s'accélère. On réduit l'écart des notes pour traduire l'urgence de la situation ou l'excitation du personnage avant d'être perturbé par l'apparition de Schreier, avec une note plus longue pour marquer la rencontre. Putain, qu'est-ce que c'est bon quand les OST résonnent avec le parcours des protagonistes. Bref, Adèle, c'est sans doute le meilleur personnage d'enfant des films One Piece pour le moment, même si je regrette son absence prolongée sur le 3e acte, mais au moins, ce personnage fait partie des nouveautés appréciables, là où pour Schreier, c'est plus débattable. Doublé par Mitsuru Miyamoto en VO et Tony Maro en VF. Aujourd'hui, j'en ai assez de cette vie. Je veux y mettre un terme. Qui est une voix que je trouve plus proche du ton jeune adulte et plus adéquat que son rôle de Sengoku dans la série animée. Au niveau de l'écriture, Schreier c'est censé être le protagoniste qui aura l'évolution la plus marquée dans tout le film. Si Adèle est le modèle d'innocence qu'on tente de pervertir, Schreier c'est quelqu'un qui semble déjà avoir succombé à son côté sombre. Devenu chasseur de primes depuis la mort présumée de sa sœur lors d'une attaque de Gaspard, le personnage n'a plus qu'une idée en tête, se venger. Classique mais un bon point de départ qui est subtilement suggéré dans l'intro. Lorsque Gaspard propose à celui-ci de le rejoindre, il y voit une bonne manière de pouvoir enfin se venger et jusque-là je dois dire que le personnage est intriguant et même appréciable après la scène de bagarre qu'il partage avec Luffy dans le bar. Il y a tout ce qu'il faut ici pour créer un récit palpitant, comme je l'ai précisé dans la précédente partie, mais comme vous le savez, il n'en est rien. Schreier reste passif jusqu'à l'acte 3, révèle tout ce qui faisait de lui une figure mystérieuse et tout ça pour se faire péter la rondelle par Gaspard en moins de 2 minutes. Comme quoi, t'as beau être sapé comme Bruce Lee et avoir la gueule de Ace, si t'arrives pas à additionner ce physique à un minimum de jugeote, ben t'as toujours l'air d'un con. Non mais sérieusement, le gars s'infiltre sur le navire du Gonze qui a tué sa famille, ravagé son île, tu le rencontres au bar de la Dead End, tu te dis qu'il vaut mieux infiltrer son équipage pour le traquer plus facilement, t'attends le bon moment et tout ça pour le taper en 1v1 sur le pont sans te renseigner au préalable pour savoir si le gars avait un pouvoir ou pas. Et tout ça pour essayer de le taper avec une pelle. J'aurais rien dit s'il m'avait justifié un truc comme quoi la pelle est justement en granit marin et que c'est une spécialité de son île d'enfance ou une
une connerie dans le genre, mais là non, c'est juste une pelle sans rien de spécial. J'aurais préféré le voir étudier son ennemi avant d'attaquer et même essayer de découvrir son fameux fruit du démon qui aurait pu être un mystère sur tout le film. Et à la fin, c'est même pas lui qui arrive à vaincre Gaspard. Ce dont j'ai rien contre, c'est pas la première fois que Luffy bat la némésis d'autres protagonistes, et l'exemple le plus frappant serait celui de Law contre Doflamingo, mais avec Law, le personnage a su garder son mystère et son aura, il venait avec un plan concret pour se venger, il réussit même à semer la zizanie, défaire des cadres de la Doflamingo Family, donc quelque part il est montré comme prêt à tout pour se venger, et même très efficace. Le fait de laisser le combat final à Luffy sert un aspect totalement en phase avec les tropes classiques du shonen Neketsu, mais aussi parce que la relation entre Luffy et Law a été développée dans l'arc Punk Hazard, et les deux personnages finissent par entrer en résonance, et voir Luffy prendre le relais pour un allié est pris comme naturel dans le scénario. Là, entre Schreier et Luffy, il y a genre une scène lors de la baston dans un bar, et c'est tout. Rien de plus, pas une escarmouche avant le début de la course, pas un conflit idéologique établi lors de leur première rencontre qui opposerait un peu les personnages sur leur façon de penser, rien, nada, niet. D'ailleurs, Schreier a vraiment pas grand chose en termes de relation, à part le grand-père de la chaudière. On nous donne même pas une putain de scène avec sa sœur disparue, ce qui est un comble. Notre chasseur de primes a fini par être anecdotique dans sa propre histoire. Il vit sa petite aventure de son côté, et y a pas de collaboration entre lui et Luffy sur le combat de fin. Alors que genre, faire de lui le mec qui file la farine pour battre Gaspard, ça aurait été une contribution largement suffisante. Cela aurait au moins amené Schreier à réussir indirectement sa vengeance, et au moins on aurait eu une utilité narrative à son infiltration dans le bateau, parce que sinon, on n'a rien. Parce que bon, il apprend quoi au final? Il faut vivre car c'est important de respirer. Oh mon dieu, j'ai plus rien. Il te reste ta sœur. C'est génial. Et vive, vive, vive les gros nichons. Bon, évidemment, j'abuse un peu dans mon argumentaire et j'extrapole beaucoup pour vous faire comprendre mon point de vue. Et en vrai, le personnage a au moins du sens thématiquement dans le film, grâce à sa relation avec sa petite sœur. C'est cool d'avoir des idées, moi aussi j'en ai. Mais si on les utilise pas à bon escient, ça bande boue, tout simplement. L'idée d'avoir deux personnages qui ont un destin similaire avec chacun ayant une vie brisée, l'un vivant dans la servitude et l'autre dans la vengeance, bah c'est une putain de bonne idée. Plutôt que de rechercher sa sœur, le mec a préféré chercher à se venger en se convainquant que dès son objectif rempli, il pourrait tourner la page. Mais en réalité, il ne lui restera plus rien. Plus d'envie, plus de famille, plus d'amis. Bref, Schreier, c'est un personnage auquel j'adore imaginer les centaines de moyens de le rendre plus important, comme vous avez pu le voir, mais en vrai, il reste très anecdotique. Contrairement à notre cher ami Gaspard. Et en gros, Gaspard, c'est un enculé. Voilà, y a pas à chercher plus loin quand tu cherches fils de pute dans le dictionnaire, y a pas de définition, juste sa photo, et d'ailleurs en parlant de tronche, je vais pouvoir évacuer un truc, c'est Barbe Blanche. Voilà, Barbe Blanche est apparue 1 an avant la sortie du film, et avec Schreier et Ace, vous allez pas me faire croire que c'est une coïncidence. Ça m'étonnerait. Mais revenons-en à nos moutons. Gaspard, c'est un renégat de la marine converti en pirate, ce qui est un concept plutôt neuf pour l'univers de One Piece avant que ça ne devienne un cliché. Il est cruel, sadique, il tue des enfants, pille des villages et viole des bateaux, et est doublé par Taro Ishida en VO et Philippe Bozan en VF, histoire de bien nous faire passer le message, rien que par la voix, qu'il est pas très sympa. J'apprécie les gens qui ont du courage, mais ne te crois pas plus malin que les autres. Bref, un bon gros chaotique mauvais, ne croyant que dans le pouvoir brut. Et la manière dont on le montre pousse les curseurs à fond de la malveillance. Rien que sa gueule, tu sais que le gars vient pas faire du tourisme et qu'il serait ravi de prendre les droits élémentaires des droits de l'homme pour s'en faire du papier cul. On le montre impressionnant de par son design et sa position relaxe sur sa première apparition pour le montrer au-dessus du lot et accentuer son côté arrogant. La musique n'est pas en reste avec des violons et des timbales aux notes basses lourdes et profondes pour introduire le poids symbolique et physique du personnage. Le mec fait quand même 3 mètres et marche comme ça. Les seuls plans où on peut le voir complètement sont des plans avec un autre personnage qui généralement fait 2 fois moins sa taille. Ce qui parfois frise le ridicule, faut l'avouer. Mais il est tout petit. Mais du coup, bah, c'est à peu près tout ce qu'il est. Et c'est un peu pour ça que je le trouve un peu... chiant. Vous savez, moi j'aime les enculés. En tant que méchant, hein. Des antagonistes qui sont de la pure saloperie, des rejetons de Satan pour peu qu'ils soient charismatiques et bien écrits. Après tout, on a tellement surutilisé le modèle du méchant pas si vilain qui fait toutes ses crasses pour un but noble, qu'on en devient aujourd'hui nostalgique des Dio qui foutent un chien dans un four juste pour embêter leur nouveau demi-frère, ou d'un Freezer qui bute des gosses par pur sadisme. Donc normalement, de ce côté-là, y a pas de problème, surtout que One Piece en a quelques-uns des bestiaux dans ce genre. Mais il faut dire que Gaspard n'apporte quand même pas grand-chose à la thématique de la vengeance, et on n'utilise quasiment pas son passif d'ancien de la marine pour donner un peu de
substance au personnage. Je veux dire, est-ce que c'est parce que c'était trop un connard pour la marine qu'il s'est tiré? Est-ce qu'il a truqué la course pour son plaisir personnel? Ou aussi au fond pour purger les mers d'autres pirates qu'il méprise toujours malgré le fait qu'il en soit devenu un? Bah, on sait pas. Le seul indice qu'il nous donne sur sa personnalité, c'est que pour lui, tout est une question de pouvoir. Mais ce genre de discours bateau, n'importe quel méchant de niveau 1 te l'aurait délivré, même à East Blue. Des chasses au trésor, des quêtes d'aventure et de liberté. Qui s'intéresse à des bêtises pareilles? La seule chose qui est de l'importance, c'est le pouvoir. Ça n'apporte rien à l'intrigue et justifie en quelque sorte la bagarre finale. Et pourquoi on veut qu'il se fasse casser la gueule par Luffy. Moi, je suis totalement pour faire un méchant juste pour être méchant. Mais ça veut pas dire qu'il faut le laisser tel quel sans essayer d'être divertissant avec. Le seul moment me donnant de l'espoir était la scène où il donne un flingue à Adèle et se justifie en disant que soit elle tue un concurrent et revient et il gagne un membre d'équipage prêt à tout, soit elle meurt et il s'en fout. On peut ainsi y voir une belle illustration de la seule caractéristique du personnage. Il aime les gens forts et c'est tout. Et ça peut être cool de montrer ça de plusieurs manières différentes et je pensais d'ailleurs que son fruit du démon serait en rapport sur cette envie de s'entourer que de gens forts. Mais non, le fruit du bonbon. Sérieusement ? Pour ce gars-là? Oui, je sais, c'est pas le fruit qui choisit son mangeur, Harry. Mais le scénariste, oui, c'est quoi ce pouvoir de merde? Ça colle pas au personnage, mais je suppose qu'il fallait bien un élément permettant de faire un remake du combat Crocodile contre Luffy, hein? Les fruits du démon dans One Piece ont toujours permis de voir quelque chose en rapport avec la personnalité de son porteur. Doflamingo et ses fils, par exemple, accentuent l'aspect manipulateur du personnage et son obsession de tout contrôler. Crocodile est le fruit du sable qui symbolise son effet négatif sur le pays d'Alabasta en cherchant à assécher l'île de toute son eau. Et même son côté insaisissable contre les autorités. Wapol est son fruit du glouton qui montre que le personnage est égoïste en tant que roi. Les fruits du démon doivent essayer de raconter quelque chose. Sinon, c'est juste des pouvoirs OSEF dignes de power-up inutiles à la DBS qui ne racontent rien. C'est pour ça que Gaspard est celui qui arrive le moins à me convaincre, car là où Schreier a eu ses bons moments, comme au bar et face à l'autre sous-fifre, Gaspard de son côté ne fait que se poser et avoir parfois une tête de psychopathe qui ne raconte rien derrière. Et ça, je suis désolé de le dire, c'est juste pas intéressant et limite chiant. Avec tout ça, vous aurez compris que la dynamique de ce trio est assez inégale et empêche le récit de partir dans un trip de vengeance plus couillu et intéressant. Mais n'est pas Sergio Leone qui veut, et on doit encore se contenter d'un banal film d'action divertissant, mais qui n'a en réalité presque aucune profondeur. Mais est-ce que ces personnages un peu bateaux ont fini par convaincre le public? Eh ben on va voir ça. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Pour cette sortie, le film se met plutôt bien. Nous sommes en mars 2003 et pour vous donner une idée, en ce moment on a l'excellent deuxième volet du Seigneur des Anneaux et la grosse merde de parcours de James Bond meurt un autre jour. Et du côté de l'animation, nous avons le mastodonte de Disney, Lilo et Stitch, dont la promo fut hyper agressive, même au Japon. Mais bon, ça encore, c'est ok, hein, le film One Piece ne joue pas sur le même tableau. Mais ce qui pourrait gêner le box-office du film, c'est un truc bien plus méchant. Le 24e film Doraemon. Rigolez pas, hein, mais Doraemon c'est limite une institution au Japon. C'est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps. Alors certes, aujourd'hui beaucoup moins que One Piece, mais à l'époque c'était pas le cas. Et sortir son film une semaine avant le film Doraemon était aussi un signe que One Piece misait énormément sur sa première semaine. Je le rappelle, le projet a été de lancer One Piece sur le grand écran, et hors de question que Doraemon vienne niquer tous les plans. Et au final, oui, cette stratégie s'est avérée payante. Avec 2 milliards de yens au box-office, One Piece confirme sa bonne tendance auprès du public et qu'il avait pas franchement besoin d'être accompagné d'un moyen métrage Digimon à côté pour performer. La Toei peut s'applaudir, le résultat est un peu moindre que le film Doraemon, mais il est bon de se dire à l'époque que One Piece rivalise de peu avec des licences aussi connues et marquées culturellement. Donc oui, la Toei est dans un petit nuage et rien ne les empêchera de continuer cette fulgurante ascension. Hein ? Un avion que pilotait votre maîtresse s'est écrasé sur votre maison, tuant toute votre famille. Et vous avez un cancer incurable. Tu t'y attendais pas, celle-là?
Vous savez, dans cette grande saga de films dérivés One Piece, je me demande toujours s'il serait possible de trouver une perle qui me permettrait de dire « Ouais, ce film, faut le voir, il te met tellement dans l'ambiance de la série ». Et avec ce Dead End Adventure, je dirais qu'on y est presque. Alors oui, j'ai beaucoup de critiques et j'ai pu paraître assez dur, mais je suis du genre intransigeant avec ce genre de production. Je refuse de poser mon cerveau ou de subir une œuvre sans réfléchir dessus. Et comme on a pu le voir, il y a tellement de choses à dire sur ces productions malgré leur aspect calibré, mais j'ai surtout l'impression d'arriver toujours à la même conclusion. Encore un potentiel gâché. Le film a toutes les idées et refuse de les utiliser ou de les poursuivre. Comme j'ai pu le dire, la prod est impeccable et le premier acte bien construit. Et c'est limite rageant de voir le film partir s'enfoncer en fin de course dans un final bien trop prévisible et mal intégré au début du film. Mais je garde toujours espoir. Et après tout, la prochaine production promet de mettre plus Zoro en avant. Donc sans doute la Toei veut amener beaucoup de nouveautés. Dans tous les cas, Dead End Adventure est un film sympathique, remplissant son job de divertissement, mais peine clairement à m'intéresser au-delà de son aspect amusant. Il manque encore de la rigueur dans l'ambition de ses films. Bien qu'apprécié par beaucoup de fans, je reste encore sur ma faim. Mais qui sait, peut-être que la prochaine sera la bonne. Oui, bien sûr. Allez, sur ce, à bientôt tout le monde.